Au sommaire de cette édition d'information, mobilisation des membres de la CONACYSED, l'organisation syndicale du secteur éducation, voudrait pousser le gouvernement à abandonner les réformes administratives et salariales des agents de l'État. Ce sera dans quelques instants avec Arnaud Mbabokon. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. L'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux topographiques et du cadastre serait maître dans les mauvaises pratiques, disparition des dossiers d'attribution des parcelles des ayants droit, magouilles en tout genre, comme c'est le cas ici avec la famille Ferdinand Bekal Benguema qui observe depuis lors une grève de la faim. C'est avec Euphrem Biyogo Edo. L'expropriation massive des biens appartenant autrui bat son plein Libreville et ses environs. À la manœuvre, certaines hautes personnalités tapis dans l'ombre et qui, très souvent, entretiennent des relations avec des démarcheurs qui ont pour rôle dénicher des proies faciles, les familles et couches sociales vulnérables. Depuis bientôt 2 ans, la descendance de Gustave Abrouinzegom, propriétaire d'une parcelle à Siban, subit les injustices des responsables de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Plusieurs courriers ont en effet été adressés au service de cette entité par cette famille avec pour mention demande d'attribution sur ce lotissement. Plusieurs mois après, aucune suite favorable ne leur a été donnée. Mieux encore, les 10 dossiers ont curieusement disparu du circuit habituel. À la surprise générale, ce que cherche à présent de comprendre cette famille, visiblement désemparée et à court de mots. Récemment, nous avons appris que notre dossier a disparu des locaux de l'ANUTTC. Que ça soit de manière numérique, comme sous format papier. Seul le dossier de Sœur Obamon Jean-Marie est en machine à l'ANUTTC sur notre lot de terrain. La succession avec Kabengema Ferdinand a décidé d'observer une grève de la faim devant les locaux de l'ANUTTC pour réclamer ses droits. Vous l'aurez bien compris, ce dossier d'attribution de parcelles a curieusement disparu au même titre que d'autres sollicitant les mêmes services dans les tiroirs de l'ANUTTC. Que va devenir cette famille après le décès de leur père si la justice gabonaise n'est pas en même de jouer pleinement son rôle? La succession Bekal Benguema Ferdinand dispose en effet de 2000 m² de surface, dont 1500 m² sont en voie d'être expropriés par des rapaces. Nous rappelons l'opération Mamba à regarder l'ANUTTC où s'est installé un réseau d'arnaques des citoyens de leur terrain orchestré par Serge Mununga et Emmanuel Ngomo. Alors qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de l'année académique 2017-2018, la CONACYSED, l'organisation syndicale du secteur éducation, met la pression pour l'abandon des réformes initiées par le gouvernement, lesquelles se rapportent à la situation administrative et salariale des agents de l'État. Arnaud Mbabokon. Dans l'enseignement primaire et secondaire, les réformes gouvernementales touchant à la vie administrative et salariale de l'agent de l'État ne passe pas toujours chez les enseignants. L'une des puissantes organisations syndicales du secteur, la CONACYSED, Convention nationale des syndicats du secteur éducation, ne décolère pas. Ce week-end, elle a au cours d'un point de presse indiqué la tenue ce mardi des mouvements de contestation dans les bassins pédagogiques nord, sud, est et ouest de la circonscription scolaire de Libreville et ses environs, une grève dite de la survie. Suite à la grève lancée par Dynamique Unitaire au sujet de la réforme unique lancée par le ministre de la fonction publique, la CONACYSED, pour faire barrage à cette réforme unique, invite tous les enseignants du Gabon à de grandes assemblées de restitution. C'est la grève de la survie. Disons tous non à cette réforme au paiement au 30e. CONACYSED, victoire. CONACYSED, victoire. Toute la victoire à la base et tout le pouvoir à la base. Venez nombreux, nous vous attendons. Un énième appel à la mobilisation qui pourrait bien perturber la fin de cette année scolaire, notamment l'organisation des examens de fin d'année qui ne sont qu'à 2 doigts pour les classes de CM2 au niveau primaire et 3e pour le secondaire.
Nous restons dans le volet éducation. Après avoir manifesté durant la semaine de vacances sans suite, les enseignants des promotions ENES et NIL de 2015 et de 2016 sont revenus à la charge ce matin. Ils réclament le passage du bon rose au bon bleu. Reportage. Les promotions ENES et NIL des années 2015 et 2016 ont à nouveau assiégé l'entrée du ministère de l'Éducation nationale. Ces enseignants réclament leur salaire, c'est-à-dire le passage du bon rose au bon bleu. Affectés pour la plupart à l'intérieur du pays, ces derniers disent ne pas joindre les deux bouts. Après avoir manifesté durant la semaine de vacances pour ne pas perturber les cours, le mutisme de la hiérarchie, selon eux, a conduit à ce retour au pied de grue. Le ministère de l'Éducation nationale dit avoir fait sa part du travail. La situation actuelle ne relève pas de leur responsabilité. Les dernières informations qui nous sont parvenues disent que plus de la moitié des dossiers se trouveraient du côté du marché pour affectation, je crois, des postes budgétaires. Donc, maintenant, là, nous entendons. Au niveau de l'éducation nationale, il y a un peu plus de 700 dossiers. Tous ont été traités et efficacement par la DCRH. Tous les dossiers ont été transmis à la fonction publique. Aux dernières nouvelles, la fonction publique aurait également joué sa partition convenablement. Mais tant que le premier lot partie de la fonction publique pour le budget ne sera pas retourné à la fonction publique, le deuxième lot ne pourra pas être transféré. On a essayé depuis la semaine dernière de tenter quelques approches. Nous avons reçu, nous, au niveau du secrétariat général, une première reçue. Vous savez, le groupe n'a pas de conscience. Nous avons, au niveau du secrétariat général, envoyé des collaborateurs demander aux manifestants de s'organiser en petit groupe de 5 qui soit représentatif pour essayer de discuter. Malheureusement, on demande à l'autorité de sortir de son bureau pour aller discuter avec les manifestants.
ce sont les responsables qui vont nous gérer demain lorsque nous serons à la retraite. Mais si eux, à ce niveau, ne savent pas ce que c'est respecter l'autorité, ils demandent à l'autorité de descendre dans leur vie. Mais quand ils seront à notre place demain, est-ce qu'ils accepteront que leur autorité soit encore que nous n'avons rien à nous reprocher au niveau de l'éducation nationale. Nous avons fait le travail qu'il faut. Déguerpi Manu Militari, ces enseignants disent ne pas regagner leur salle de classe si des solutions concrètes ne sont pas trouvées. La minute psychologique, un concept emmené par les sociologues, les psychologues et les conseillers d'orientation à l'endroit des lycéens de la commune de Port-Gentil. Un face-à-face bénéfique pour ces apprenants qui sont très souvent en proie à de nombreuses difficultés. Le reportage est de nos confrères de Média Plus. La minute psychologique, c'est le temps d'information et d'écoute instauré par les sociologues, psychologues et conseillers d'orientation des lycées et collèges reconnus d'utilité publique de la capitale économique. Si celle-ci ne dure qu'un quart d'heure, ce face-à-face avec les apprenants reste tout de même bénéfique car permettant de détecter des écarts comportementaux chez les élèves et ceux en état de souffrance psychologique. Nous sensibilisons les enfants, nous faisons des séances d'information dans les salles de classe, histoire de faire connaître d'abord notre service, à quoi nous servons au sein de l'établissement, quelles sont nos missions, parce qu'en dehors de l'aide psychologique, nous avons aussi l'aide à l'information des élèves qui sont intéressés par exemple à un concours. Bon, le plus souvent, les cas que nous rencontrons, ce sont les élèves qui ont des problèmes de famille. Déjà au niveau de la maison, ça ne va pas. Papa ne veut pas s'occuper, ne s'occupe pas totalement des besoins de l'enfant. Il y a des cas de maladie qui ne sont pas pris en charge. Également, il y a des cas de drogue. C'est aussi le moment propice pour véhiculer des informations nécessaires en matière de suivi et d'orientation scolaire. Nous faisons aussi l'aide psychopédagogique, par exemple pour les élèves qui sont en classe de terminale, qui ont des problèmes de planning de travail, qui ne savent pas s'organiser au niveau de leurs études. Donc nous les aidons en établissant un programme qu'ils vont essayer de suivre pour pouvoir concilier entre leurs activités extrascolaires et leur emploi du temps de classe. Toutefois, des difficultés se posent du fait de l'absence d'une symbiose entre les parents et les éducateurs. Nous avons remarqué qu'ici, plusieurs parents ne viennent pas récupérer les bulletins scolaires de leurs enfants. Donc ces parents-là ne sont pas au parfum des difficultés que vivent leurs enfants. Pour un enfant qui a une moyenne en dessous de 7, vous voyez qu'il a des problèmes. Donc les parents, c'est-à-dire que les parents ne s'impliquent pas. Donc déjà, les parents doivent déjà s'impliquer au travail scolaire de leur enfant à la maison. Étant les premiers éducateurs, bien que cette éducation se complète dans le cadre pédagogique par les enseignants qui se chargent d'aiguiser les connaissances des élèves sur le monde qui les entoure, les parents devraient s'impliquer davantage car à défaut d'un encadrement adéquat, ces jeunes finissent par se tourner vers la rue, conséquence immédiate du décrochage et de l'abandon scolaire. L'association Gabon 2023 a tenu le 31 mars dernier à la Chambre de commerce de Libreville sa deuxième assemblée générale annuelle. Le bureau exécutif a été renouvelé à l'issue de ces assises et c'est Loïc Damien Zota qui dirigera durant 2 ans cette association. Pierre Parfait, Mbadikoum. À l'issue de la deuxième assemblée générale annuelle, Loïc Damien Zota prend les rênes de l'association Gabon 2025. Il remplace Andrew Kepin-Godoc à la tête de cette association créée dans le but de soutenir les personnes diminuées par la précarité et de favoriser l'autonomisation de la femme gabonaise. Cette association a été créée en mai 2014, au sortir des assises sociales du Gabon. Et nous avons tous assisté lorsque le président de la République nous a fait la restitution de l'étude McKinsey. Alors, soucieux de vouloir
répondre à cet appel du chef de l'État on a appelé à toutes les bonnes volontés de notre pays pour pouvoir l'aider à pouvoir non pas éradiquer, mais plutôt voir dans quelle mesure on pouvait diminuer la précarité dans notre pays et plus particulièrement en milieu rural. Et si vous penchez sur cette étude, vous verrez que pratiquement 80% de nos populations en milieu rural vivent vraiment sous le seuil de pauvreté. Cette assemblée générale annuelle, qui s'est déroulée en présence de 2 conseillers du président de la République, a permis au président sortant de présenter les rapports moraux et financiers des exercices 2016 et 2017. S'agissant notamment du bilan financier, selon le commissaire aux comptes, G25, qui a débuté ses activités avec un solde de 15 millions de francs CFA, a pu enregistrer, grâce aux différentes cotisations et aides, 55 566 583 francs CFA au cours des 2 exercices. Ce qui permettra sans doute au nouveau bureau exécutif de mener à bon port les projets de l'année 2018. Que ce soit au niveau de l'éducation, toujours en abordant sous l'ajout du social. Au niveau de l'éducation, nous avons eu les bourses de l'émergence qui ont duré de pratiquement chaque année de 2013 à 2016. Ensuite, nous avons déployé d'autres activités telles que les activités sociales telles que l'aide aux veuves, à l'orphelin, puisque notre association est également très sensible à cette frange de la population. Nous avons également déployé d'autres activités telles que le logement social, avec le projet que vous a décliné tout à l'heure le parrain, avec comme projet d'ébauche les maisons des Dock City. Aujourd'hui, l'ambition de G25 est de pouvoir redéployer une stratégie qui permettra à ce que l'on puisse venir encore davantage en aide à nos populations. À noter également au nombre des projets inscrits pour cette année, la réhabilitation de la préfecture de Minzik et du CS de Njoli, l'inauguration du complexe culturel de Locano, la remise des livres collectés en Europe et des ordinateurs dans les villes de Minzik, Lambaréné et Franceville. L'honorable député du 3e siège de la commune de Port-Gentil, dans le cadre de sa politique sociale, vient de signer un partenariat avec une structure sanitaire de la dite localité afin de permettre une meilleure prise en charge de tous les Port-Gentillais. Plus de détails avec nos confrères de Mediaplus. La santé est primordiale pour l'être humain. C'est conscient de cela que l'honorable député du 3e siège de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchongo, dans le cadre de sa politique sociale, a entrepris de minimiser le coût des soins sanitaires en faveur des populations à travers la signature d'un partenariat avec une clinique de la place, à savoir celle dite de Logoué. Cela est bel et bien effectif dans les populations qui manifestent des maux dans le cadre de la pathologie sur le plan de la santé devraient, avec 3 000 francs, se rendre à la clinique Logoué pour se faire prendre en charge. S'agissant de la procédure à suivre pour bénéficier de cet avantage, si vous manifestez ou vous remarquez que vous êtes atteint des pathologies, vous rapprochez du secrétaire général qui vous livre un bon de commande de consultation à l'aide duquel vous rendez à la clinique Logoué pour bénéficier des consultations. À la question de savoir pourquoi précisément cette structure sanitaire, le premier capital d'un pays, c'est le capital humain. Alors, quand on fait de la politique avec des hommes, il est important que ces gens-là soient valides. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, c'est difficile présentement, mais si on peut dégreffer dans une consultation de 10 000, 5 000, 6 000, afin d'amener le coût vers des coûts raisonnables, par exemple 3 000 dont il fait état,
c'est quand même une belle contribution. C'est vrai que derrière, il va y avoir une ordonnance, mais nous allons nous battre. Parce qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à vivre ensemble, en harmonie, et nous entraider. Beaucoup parmi vous m'ont soutenu sous la pluie, sous le soleil. Beaucoup ont cru en moi, quand beaucoup aussi ne croyaient pas en moi. Alors j'estime que si vous avez cru en moi, ça veut dire une partie de moi est avec vous. L'accès aux soins de qualité n'étant pas accessible à toutes les franges de la population, c'est avec le souhait de soulager ces dernières que l'initiateur a traduit son geste. C'est la clinique qui a accepté ce partenariat que le ministre a instauré pour aider les populations. Pourquoi passer par le SG? C'est parce que moi-même d'abord de formation, j'ai fait la médecine générale. Ensuite, je me suis spécialisé en santé sexuelle et de la reproduction. Donc, dans le cadre du bureau communal, je suis bien indiqué à identifier les populations selon les pathologies qu'elles présentent. Ainsi, les concitoyens souhaitant jouir de cette action sont invités à se rendre au siège de l'association situé au carrefour Itonda pour plus d'informations. L'actualité, c'est également hors de nos frontières. D'abord, en Afrique du Sud, la militante de l'anti-apartheid Winnie Mandela s'est éteinte à l'âge de 81 ans lundi. Depuis l'annonce de son décès, de nombreux militants se rassemblent devant chez elle. Reportage. Des chants en l'honneur de celle qu'il surnomme Mama Winnie. Et des danses pour célébrer les 81 années de vie de Winnie Mandela. La militante de la lutte anti-apartheid s'est éteinte ce lundi. Depuis l'annonce, devant sa maison à Soweto, tous saluent celle qu'ils considèrent comme la mère de la nation. C'est très triste qu'aujourd'hui nous ayons perdu un pilier, une source d'inspiration. En tant que jeunes qui avons grandi à Soweto, nous remercions Mama Winnie Mandela pour le rôle qu'elle a joué dans notre lutte. Première assistante sociale noire d'Afrique du Sud, Winnie Mandela poursuivra le combat contre la ségrégation une fois son mari emprisonné. Main dans la main et poing levé, en 1990, cette image d'un couple uni à la sortie de prison de Nelson Mandela marque une victoire face à l'apartheid, aboli 4 ans plus tard. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est lui aussi venu à Soweto honorer l'héritage laissé par Winnie Mandela. Elle a été l'une des femmes les plus fortes de notre lutte. Elle a énormément souffert du régime d'apartheid. Elle a été emprisonnée, bannie et maltraitée. Winnie Mandela, personnage controversé. La militante a connu des années sombres où elle s'est radicalisée. Des juges l'ont reconnue coupable d'enlèvement et de fraude. Ses partisans, eux, se souviennent de sa détermination et de sa ténacité à mettre fin à la domination de la minorité blanche. Au Moyen-Orient, Israël suspend la mise en place de son accord avec l'ONU sur les migrants africains. Reportage. L'accord n'aura duré que quelques heures. Sur Facebook, Benjamin Netanyahou fait volte-face. Je vous écoute, surtout vous, les habitants du sud de Tel Aviv, et pour l'instant, je suspends l'accord. Un accord annoncé un peu plus tôt lundi. Il prévoyait une solution pour l'avenir des migrants, principalement africains vivant en Israël. Un plan négocié selon le Premier ministre israélien avec l'ONU. Selon ce plan, sur les 40 000 migrants vivant actuellement environ dans le pays, la moitié allait pouvoir rester en Israël et l'autre moitié envoyée dans des pays occidentaux comme le Canada, l'Allemagne ou encore l'Italie. Mais l'annonce semblait floue. L'Allemagne et l'Italie ont fait savoir qu'ils n'étaient pas au courant d'un tel accord. Et surtout, au sein même de la coalition gouvernementale, plusieurs ministres clés ont critiqué la décision. En particulier, celui de l'éducation, Naftali Bennett, chef du parti très à droite du foyer juif, ou encore celui des finances, Moshe Kalon, lui un centriste. Tous deux ont regretté de ne pas avoir été consultés. En début d'année, le Premier ministre avait annoncé un tout autre plan prévoyant l'envoi d'une partie des migrants vers des pays africains comme le Rwanda ou l'Ouganda. Un plan qui avait suscité une vague d'indignation en Israël et des manifestations monstres avant qu'il ne soit gelé par la Cour suprême. Benjamin Netanyahou annonce donc se laisser encore un peu de temps pour revoir sa décision.
Il rencontre les habitants du sud de Tel Aviv, là où vivent beaucoup d'émigrants, et plusieurs de ses ministres, ce mardi. Dans le volet sport de ce journal, les U17 gabonais s'envoleront pour le Cameroun ce soir, participer au tournoi de qualification auquel prendront part 8 équipes de la zone 4. Le sélectionneur national semble confiant pour la suite et se dit prêt à aborder cette compétition. Mosconi Ngonba. Après les U20, le tour est revenu cette fois-ci aux U17 qui sont en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Niger. Désormais, les qualifications se joueront par zone. Le Gabon, logé dans la zone 4 avec la Guinée équatoriale, le Tchad, le Cameroun, le Congo, la RDC, le Sao Tomé et la Centrafrique. Seules les 2 premières de cette zone seront automatiquement qualifiées. Comment les poulains du sélectionneur Saturne Ibela se préparent-elles pour aborder ce mini-championnat auquel prendront part les nôtres? Bon, ça va, ils sont dans un bon état d'esprit. On a tenté la compétition. Nous avons fait 2 matchs. Un match contre ACL et le dernier c'était contre Milan Zami à Siban. Du premier match au dernier, il y avait une nette amélioration. Je dis, il y a des satisfactions dans certains compartiments. Donc en attendant la compétition, je pense que ça va. Ça va aller. On est fin prêt. Je ne pense pas que les autres aussi bénéficient de plus de mois de préparation que nous. Après, derrière, je pense que, pour ne parler que de mon équipe, c'est des jeunes. Et les jeunes, il suffit d'avoir un peu plus de concentration et puis les amener à obtenir ce que vous voulez. Je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Du 5 au 15 avril, date du démarrage de la compétition. Le tirage au sort, quant à lui, aura lieu ce mercredi où le Gabon connaîtra enfin ses futurs adversaires. Le départ pour la délégation gabonaise pour le Cameroun, lieu de la dite compétition, est pressant. Nous n'avons plus qu'à souhaiter un bon vent à nos verts jaunes et bleus, tout en leur souhaitant une brillante qualification. Et pour clore ce volet sportif, je vous invite à suivre le résumé de la rencontre entre la jeunesse sportive Awassi et le Calcio PEA, un résumé proposé par Mosconi Ngonba. Voici ce qui a été le tournant de cette rencontre. Un pénalty raté qui aurait pu donner la victoire à la jeunesse sportive Awassi en bleu, opposé à Calcio PEA en jaune. Mené 1-0 en tout début de deuxième période, les joueurs de Daouda Sek Mwanganga ont vite réagi sur un mouvement de passe collective. Le chef-d'œuvre est difficile à expliquer, il suffit de le regarder. 5 minutes plus tard, Awassi enfonce le coup et prend l'avantage. Cette fois-ci, le score de 2-1 leur rassure une quasi-victoire à quelques minutes de la fin du match. Réduit à 10 en fin de partie, la dernière occasion des jaunes est cruciale pour la jeunesse sportive Awassi. Une magnifique extension et une tête qui envoie le ballon au fond des filets. Score final de partout. Parmi les 3 premiers, il faut battre les concurrents peut-être direct. Même si on n'a pas pris les 3 points, les 1 point, moi je pense que c'est un peu favorable. On a été vraiment solidaires. Puisque le deuxième but on marque, on était à 10 au stade. Donc on a été beaucoup solidaires. Donc je félicite les coéquipiers. Ce joueur aurait été l'homme clé en deuxième période pour son équipe. Il vient d'inscrire son 6e but en 6 matchs de championnat D3. Vivement qu'il continue dans cette lancée pour espérer atteindre les résultats. C'est lui de participer au championnat des 2 professionnels l'année prochaine. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci encore de nous avoir suivis.